et bienvenue pour l'Instant Éco. L'Instant Éco, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous pour décrypter l'actualité économique, car ce sujet est complexe et parfois pas à la portée de tout le monde. Comprendre et savoir, c'est s'armer pour choisir. Aujourd'hui, est-ce qu'on paie trop d'impôts en France? Est-ce qu'ils font fuir les riches et les investisseurs? Nos classes moyennes sont-elles assommées par les taxes? Nos pauvres nous coûtent-ils trop cher? Les idées reçues ont la vie dure et on n'y comprend souvent rien à la fiscalité. Cette opacité est-elle souhaitée? On peut se demander. Aujourd'hui, on dépoussière tout ça avec Vincent Drezé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste fiscaliste et membre de l'organisation altermondialiste ATTAC. Alors vous avez écrit et coécrit plusieurs ouvrages pour nous éclairer sur notre fiscalité. Impôts, idées fausses et vraies injustices l'année passée avec ATTAC, ou encore Notre argent public pour mieux vivre ensemble en 2020 et bien d'autres livres. Vous plaidez depuis des années pour une refonte de la fiscalité et avec ATTAC, donc vous avez écrit plusieurs propositions dont vous nous ferez part pendant notre échange. Alors on va aller point par point parce que c'est un sujet très dense, les impôts. Et on a aussi aujourd'hui des petites illustrations avec nous dans le livre d'ATTAC de Fred Sauchard, donc on les verra tout à l'heure. Tout d'abord, quand on pense impôts en France, les discours les plus présents, quelle que soit la classe sociale, c'est on paie trop d'impôts, on prend trop, et les politiques n'y échappent pas. Alors il y a Édouard Philippe pendant son premier mandat de Premier ministre, ou encore Bruno Le Maire encore cet été. Les Français en ont marre des impôts, la France est championne sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments? On reviendra peut-être en détail plus après, mais est-ce qu'on paie trop d'impôts en France? Ça dépend à quoi ils servent et ça dépend comment ils sont organisés, tout simplement. Ce discours, on le connaît. Pierre Moscovici, en 2013, il parlait déjà de ras-le-bol fiscal, une expression qui a été d'ailleurs relayée par pas mal de responsables politiques. Le problème, c'est qu'on n'a jamais expliqué, ou suffisamment expliqué, à quoi servait l'impôt et en quoi la population en bénéficiait de fait tous les jours et à peu près à tous les moments de sa vie, pour faire très court. Donc si on ne met pas la contrepartie en face des recettes ou des prélèvements, effectivement, on entretient l'idée que ces sommes-là partent dans un trou noir et finalement ne servent à rien. Et effectivement, il y a des arguments très simplistes. Payer moins d'impôts, c'est plus de pouvoir d'achat. Donc pour quelqu'un qui n'a pas forcément réfléchi à la question, il va se dire, oui, si je payais moins, j'aurais plus d'argent sur mon compte. Simplement, il faudra lui dire, attention, vous allez perdre des services publics, des hôpitaux, un système de protection sociale. Et là, c'est le premier enjeu de la pédagogie, c'est d'expliquer, avant de faire l'analyse critique du système fiscal, à quoi sert l'impôt. À quoi servent d'ailleurs ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts, mais aussi les recettes de la sécurité sociale. Tout part de là. Ensuite, une fois qu'on a compris le sens de l'impôt, à quoi il sert, quelles sont les dépenses utiles socialement, même économiquement et demain écologiquement, souhaitons-le, et bien une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris qu'effectivement on ne peut pas s'en sortir seul et qu'il faut qu'on mette au pot commun, et bien on peut commencer à décrypter un peu plus précisément le système fiscal pour savoir s'il est bien organisé, mal organisé, s'il est fraudé ou pas fraudé. Enfin, autant de sujets, je pense qu'on va aborder. J'ai l'impression que le problème que vous pointez quand vous analysez la fiscalité aujourd'hui, c'est pas combien on paye d'impôts, mais comment. Plane l'idée que de par ces impôts, nous sommes le système le plus redistributif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Bien, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'on nous dit, il faut partir des idées reçues, on nous dit la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires. Factuellement, on est avec le Danemark à peu près au même niveau, mais factuellement, c'est vrai. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème si ces prélèvements servent utilement, déjà, et deuxièmement, s'ils sont bien répartis. Et donc, à ATTAC, on défend l'idée qu'il faut mettre au pot commun. Donc il est normal d'avoir des prélèvements obligatoires relativement élevés. Ça ne nuit pas à l'activité économique. D'ailleurs, si ça nuisait, les pays qui aujourd'hui seraient les plus avancés économiquement, ce sont les prélèvements obligatoires sont les plus bas. Or, les pays où les prélèvements sont les plus bas sont les pays les plus pauvres. Les pays d'Afrique subsaharienne, où on est aux environs de 15% du produit intérieur brut contre 45% en France. Donc historiquement, le développement des prélèvements obligatoires n'a pas nuit à l'activité économique et a permis de mieux vivre tout court, en bonne santé, avec des conditions de vie qui se sont globalement progressivement améliorées, même s'il reste beaucoup à faire, on y reviendra sur les inégalités. Mais voilà, la première idée reçue qu'il faut battre en brèche, c'est que avoir un haut niveau de prélèvements obligatoires, en tant que tel, n'est pas un problème. Ça dépend comment c'est dépensé. Et il y a, un choix politique majeur qui a été opéré pas simplement depuis 5 ans, mais depuis quelques années, qui est de dire on va laisser les États se faire concurrence et pour attirer les entreprises et les riches, ou pour les retenir sur le territoire, ils vont baisser les impôts sur les entreprises et sur les riches. Ce qui fait que pour financer la sécurité sociale, pour financer les services publics, eh bien on va demander parfois plus aux uns, moins aux autres. Et l'injustice fiscale, elle commence là.
Justement, hein, il y a beaucoup cette idée de qui paie quoi à qui, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord pour ce système redistributif, mais ça dépend qui paye quoi et à quel moment. Donc on va voir ça. Mais par exemple, on avait discuté avec Thomas Porcher, qu'on a beaucoup reçu aux médias en juin dernier, du dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, où on apprenait ceci: à partir d'un revenu de 3 673 € par mois, pour une personne seule, on fait partie des 7% les plus riches au niveau du revenu de la population française. Alors les impôts sur le revenu, ils sont calculés par tranche, et il y a cette idée qu'on prend tout aux riches pour donner tout aux pauvres, et qu'en fait c'est les riches qui financent tout. Il y a surtout les classes moyennes qui sont imposées de par ce système de tranches, et donc en fait ils rejoignent l'opinion des ultra-riches, comme quoi il y a trop d'impôts, on prend trop aux riches, alors qu'en fait dans leur cadre de vie, dans leur niveau de vie, ils sont plus proches des smicards que de ces ultra-riches, mais ils utilisent l'argument des ultra-riches. Vous voulez défaire tout ça et tout refaire avec cette proposition sur la progressivité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, mais il faut effectivement déjà répondre à ceux qui, aujourd'hui, pensent sincèrement qu'ils payent trop d'impôts pour les autres. Voilà, d'une certaine manière, c'est ça. On a envie de leur dire la stratégie de communication des néolibéraux a bien marché depuis des dizaines d'années. Mais ce n'est pas que depuis des dizaines d'années, d'ailleurs. Hein. Si on se replonge un peu dans l'histoire, au XIXe siècle, il y avait déjà des rudes combats, notamment entre Jean Jaurès, à l'époque, qui était partisan d'impôts progressifs, et les conservateurs qui n'en voulaient pas, avec des arguments, c'est intéressant de le noter, qui sont les mêmes que ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire, si on fait un impôt progressif, ça va faire fuir les riches et donc on va s'appauvrir. Et puis, lorsqu'il y avait... Au-delà de cette question d'impôt, il faut quand même contrôler pour voir si les gens ne fraudent pas. Oh, c'est inquisiteur, pas de contrôle. Donc, ce qui est assez curieux, c'est de retrouver finalement ces arguments aujourd'hui. Donc, il faut déjà répondre, premièrement, sur l'utilité de l'impôt, encore et toujours, dire à quoi ça sert, parce que s'il y a des écoles, s'il y a des infrastructures de transport, enfin, s'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle de facteurs publics, c'est que ça a été financé par l'impôt. Ensuite, de dire qu'il n'est pas vrai que, si on met le focus par exemple que sur les impôts directs, que certains ne payent pas d'impôts et que d'autres en payent. Tout le monde paye des impôts. Tout le monde paye la TVA. Il faut le rappeler, la TVA, la principale recette du budget de l'État, et comme elle rapporte de plus en plus, on en a affecté une part importante aux collectivités locales et aussi à la sécurité sociale. La TVA, c'est 242 milliards d'euros de rendement brut, comme on dit. C'est assez intéressant de noter que tout le monde paye la TVA, quel que soit son revenu. Voilà. Y compris le petit enfant qui va s'acheter des bonbons à la boulangerie, il va payer de la TVA. Or, en fonction de son revenu, le poids de la TVA n'est pas le même. Toutes les études le montrent. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les 10% les plus pauvres payent un taux d'effort, c'est-à-dire la part qu'ils payent en TVA par rapport à leur revenu, est 3 à 4 fois supérieure à celle des 10% les plus riches. Donc il y a une injustice fiscale, et il n'y a pas que la TVA, on peut rajouter les autres impôts sur la consommation. Ça, c'est pour l'équilibre, j'allais dire, impôt direct, impôt indirect, parce que quand on regarde les impôts directs, l'impôt sur le revenu, par exemple, c'est un quart de recettes fiscales de l'État. Un quart, c'est pas énorme. Alors, effectivement, il y a, dans l'impôt sur le revenu, moins de la moitié des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu. Pour une raison simple à la base, c'est que le revenu des autres n'est pas assez suffisant. Tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens non imposables qui aimeraient payer un petit peu d'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont imposés, pour 90% des gens qui sont imposés, le taux d'imposition n'excède pas 10%. Pour les plus aisés, il est plus important, mais alors il faudrait se plonger dans la mécanique fiscale, il est loin d'être aussi important que ce qu'on le dit. Vous prenez le barème, je vais essayer de faire simple, quand on prend le barème de l'impôt sur le revenu, effectivement découpé par tranche. Au-delà d'environ 160 000 euros, et encore 160 000 euros, c'est déterminé par part du quotient familial, donc c'est des revenus bien plus élevés en réalité, le taux est de 45%. Mais il n'est de 45% que sur certains revenus, parce que par exemple sur le revenu financier, maintenant depuis 2018, c'est imposé à 30%, CSG comprise. Et en réalité, du fait de l'optimisation fiscale permise par les niches, ce taux d'imposition est inférieur. Et on a regardé ça, je précise ça même si c'est un peu technique, pour dire que le taux réel d'imposition, c'est-à-dire ce que payent effectivement les plus riches par rapport à leurs revenus, il est au maximum de 25%, 24 à 25% sur des revenus de 6 à 700 000 euros. Ça veut dire qu'il reste les trois quarts. Et c'est statistique, c'est les statistiques du ministère de l'économie et des finances qui le dit. Donc, vous voyez, c'est important non seulement de répondre aux idées reçues de manière un peu globale sur le sens de l'impôt, mais de dire en quoi tous ces arguments sur le fait qu'il y en a qui ne payent pas d'impôts, ça c'est faux. Certains pensent qu'ils sont de fait dans la même, ils ont la même imposition que les plus riches, c'est faux. Dire que les plus riches sont surtaxés d'impôts, c'est faux. Voilà. Donc il faut déjà déblayer le terrain pour ensuite avancer des propositions, et qui ne sont pas des propositions
j'allais dire, quand on regarde des propositions qui ont été faites il y a 30, 40 ans ou même il y a un siècle, ce ne sont pas des propositions révolutionnaires. Enfin, elles le sont aujourd'hui, mais elles vont bien moins loin que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, par exemple, dans les années 50-60, où les taux d'imposition étaient bien plus élevés. Donc voilà, l'idée, c'est simplement de dire réhabilitons le sens de l'impôt et organisons le système fiscal dans son ensemble pour que les impôts directs regagnent plus de place, notamment les impôts progressifs, mais également des impôts comme l'impôt sur les sociétés, et de sorte qu'on baisse un peu la part, au moins la part relative des impôts indirects. Parce qu'il y a des dépenses on le voit déjà cet été, on parle beaucoup de canicule, il y a une prise de conscience du fait de la canicule, du réchauffement climatique, qui est un mouvement plus global, et il va y falloir des dépenses, et ce ne sera pas chacun de son côté qu'on y arrivera. On a vu avec le Covid ce qu'a donné l'impact sur le système de santé, dans quel état il était. On voit maintenant sur l'ensemble des services publics qu'on a besoin de moyens, et donc, pour ce faire, il va falloir avoir plus de recettes mieux réparties. Et donc, pour terminer sur ce point, plus de recettes mieux réparties, ça ne veut pas dire surimposer encore et toujours les ménages pauvres qui payent déjà des impôts au travers de la TVA, ou les ménages des classes moyennes qui payent notamment la TVA et aussi parfois de l'impôt sur le revenu. C'est de répartir mieux cet impôt pour aller chercher la richesse là où elle se crée, s'agissant des entreprises, et là où elle est, s'agissant des particuliers. Un chiffre que je vais présenter, c'est 10% des Français détiennent la moitié du patrimoine total selon l'INSEE. Je le rappelle, mais durant ce premier quinquennat Macron, le gouvernement a supprimé l'ISF, l'impôt sur la fortune, pour faire l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors on peut être soumis lorsque la valeur nette taxable de votre patrimoine immobilier est supérieure à 1,3 million d'euros. Alors sachant que les inégalités de patrimoine sont bien plus élevées que les inégalités de revenus, est-ce que remplacer l'impôt sur la fortune par un impôt sur le patrimoine, est-ce que c'était pas finalement une bonne idée d'Emmanuel Macron? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en supprimant l'ISF, qui était mal architecturé, on va le dire, il y avait des niches fiscales, etc. Mais il avait un mérite au moins, c'est qu'il imposait le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier, par exemple les voitures de luxe, etc., et le patrimoine financier. Lui n'a imposé que l'immobilier. Ce qui veut dire que l'impôt sur la fortune immobilière, aujourd'hui, c'est à peine 2 milliards d'euros pour 150 000 personnes, et une bonne partie des gens vraiment aisés qui, eux, détiennent un patrimoine financier très important, se voient imposer simplement sur la partie immobilière, et pour les plus malins, échappent totalement au l'IFI, en disant moi, je n'ai pas de résidence, je suis locataire, ma résidence principale ne m'appartient pas. Ce qui est la réalité, c'est que les inégalités de patrimoine, non seulement sont importantes, par exemple, le patrimoine moyen des 10% les plus riches, c'est un peu moins de 2 millions d'euros. Le patrimoine moyen des 10% les plus pauvres, c'est 3 800. Donc le rapport, il est bien plus important que pour l'inégalité de revenus. Mais avec les réformes de ces dernières années qui vont produire leurs effets au fil du temps, ces inégalités vont s'accroître. Elles vont s'accroître notamment du fait des réformes fiscales et du fait, on l'a vu, des distributions de dividendes qui ne cessent de croître elles-mêmes. On a un effet boule de neige très pervers, c'est-à-dire qu'on a allégé l'impôt d'une minorité 1%, 1,5% des plus riches qui payent plus d'ISF ou un tout petit peu d'IFI, mais dont les revenus financiers sont moins imposés, parce que leurs revenus financiers ne sont plus imposés au barème progressif comme le sont par exemple les salaires. Donc ça leur a procuré une économie d'impôt. Le gouvernement à l'époque nous disait ça va ruisseler, ça va permettre de l'investissement et créer des emplois, etc. 3 rapports de France Stratégie, qui est organisme rattaché à Matignon plus tard, on s'aperçoit que, eh bien non, ça n'a pas ruisselé et que ça a au contraire augmenté la capacité d'épargne de ces gens-là. Donc ils ont placé plus, perçu plus. Et cet effet boule de neige va se retrouver malheureusement, si on ne fait rien pour le contrer, dans les prochaines années, où on va voir que le 1% des Français les plus riches, qui il y a encore quelques années détenaient aux environs de 17-18% du patrimoine, eh bien ça va monter à 20-25%, et on va voir cet accroissement des inégalités. Et c'est aussi donc pour ça qu'il faut réformer non seulement le système fiscal, mais l'imposition du patrimoine, tout simplement parce que cette richesse, à un moment donné, nuit, c'est-à-dire elle crée une rente, et la rente elle est anti-économique, elle n'est pas acceptée. Et c'est aussi un point fondamental, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, que quand une fiscalité n'est plus consentie, quand un système n'est plus accepté, ça alimente, ça nourrit une crise démocratique. Et donc il faut créer un impôt sur le patrimoine plus intelligent que ce qu'était l'ancien ISF, qui soit vraiment progressif, qui effectivement aille vraiment chercher le haut patrimoine. Et ça appellera nécessairement aussi un débat sur la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude, parce qu'on sait qu'une poignée de riches très riches et de plus en plus riches, maintenant on l'a vu, ont des avoirs, des biens immobiliers placés à l'étranger qui ne sont pas déclarés. Donc on a, contre ce cercle infernal, on a un cercle vertueux qui passe notamment par la réforme de l'imposition du patrimoine. Justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les idées reçues, elles ont vraiment la vie dure et elles divisent surtout les classes populaires
et les petites classes moyennes qui payent un petit peu d'impôt sur le revenu, justement à cause de ce système de tranches en fait. Est-ce que c'est pas aussi une stratégie pour que les classes moyennes regardent ailleurs? Ça a toujours été le cas, et d'ailleurs quand on regarde dans toutes les histoires des élections, ça a été on va baisser les impôts, notamment baisser les impôts directs. Pourquoi ? Parce que quand on est sensible à la thèse néolibérale, on va promettre à tout le monde des baisses d'impôts, puis on va commencer par baisser les impôts justes, que sont les impôts progressifs. Donc ça s'est toujours produit. Après, il y a une tension particulière depuis quelque temps, parce qu'effectivement la question du pouvoir d'achat, maintenant elle apparaît au grand jour, mais ça ne date pas d'hier. La question de la pression sur le pouvoir d'achat et sur le niveau de vie, eh bien, ça fait longtemps que ça pèse, et pas que sur les classes pauvres, mais également sur les classes moyennes. Aujourd'hui, maintenant, avec l'inflation, ça apparaît au grand jour, mais c'était déjà un mouvement qui était enclenché. On voyait bien, d'ailleurs, dans les statistiques de l'INSEE, que le niveau de vie médian, aux alentours un peu en dessous de 1 800 €, ne bougeait quasiment pas. Donc il n'y avait pas de réelle évolution, qu'il y avait plutôt un appauvrissement des classes moyennes. Elles l'ont senti, c'est un sentiment d'appauvrissement monétaire, mais de déclassement social, de manque de perspective pour les enfants, de manque de confiance. Bon, eh bien, tout ça, on le savait d'une certaine manière avant. Et il y a eu quand même une certaine sensibilité aux questions fiscales. Allez, on va essayer de voir aussi le verre à moitié plein, qui sont intéressantes. Quand Pierre Moscovici, en 2013, dit qu'il y a un ras-le-bol fiscal, en réalité, il y a un ras-le-bol des injustices fiscales et sociales. Il y a eu un retournement, effectivement, notamment après la crise de 2008. Il y a eu un retournement, mais il y a eu aussi un certain nombre de choses qu'on n'avait pas vraiment connues avant. Autant d'affaires, par exemple, en matière d'évasion fiscale. Ça s'est vu. 80 à 100 milliards d'euros tous les ans. Ça s'est vu, ça s'est matérialisé, même si les chiffres paraissent démentiels. Les gens ont bien compris qu'il y avait une poignée d'agents économiques qui non seulement payaient moins d'impôts, parce qu'en plus, par exemple, l'ISF aussi s'est vu, et puis pour lesquels, parfois, plus ou moins, j'allais dire, dans la même catégorie, il y avait des systèmes d'évasion et de fraude fiscale. Et quand on regarde, par exemple, quand on analyse deux choses, premièrement, les sondages, les études d'opinion un peu sérieuses sur la question de l'impôt, pendant longtemps, et encore maintenant, on a une proportion importante de gens interrogés qui disent qu'ils seraient prêts à payer un impôt plus juste, un peu plus élevé, pour avoir plus de services publics. Ça, c'est intéressant. Et puis, plus récemment, avec les Gilets jaunes, ce qu'on a vu, c'était la sensibilité à l'injustice fiscale. Il décriait le retour, l'abandon de l'ISF et l'évasion fiscale. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une sensibilité, il y a quelque chose où les gens se disent il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on ne connaît pas. Oui, à court terme, on a moins payé, mais si on leur dit vous voulez moins de services publics et donc les payez vous-même, effectivement, ils diraient non. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie. Mais il y a aussi une sensibilité à la justice fiscale. Après, la vraie question, c'est le fatalisme. C'est de dire on n'y peut rien. Et ça, c'est une vraie question dans le débat public et pour une démocratie. On dit les pauvres ne payent pas d'impôts, mais c'est faux parce qu'ils payent la TVA, factuellement, voilà. C'est la taxe donc, sur la valeur ajoutée que chaque individu paie dans ses consommations quotidiennes de manière égale, vous l'avez très bien dit. Alors il y a deux petits dessins dans le livre d'Attaque qui parlent de ça. Le premier, c'est ras-le-bol de l'injustice. Notre système fiscal est affreusement injuste. Vous, par exemple, je suis sûre que vous payez très peu d'impôts. C'est le premier. Et le deuxième, c'est moi qui suis pauvre, je paie la même TVA que vous qui êtes riche, eh bien, vous voilà mon égal, on a la réussite sociale qu'on peut. Donc il y a aussi ce que vous expliquez aussi un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, plus on gagne, moins on paie de TVA en termes de proportionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce phénomène ? On peut prendre un exemple. Imaginons que ce verre coûte 12 €, donc 2 € de TVA. 2 € de TVA sur un salaire de 1 000 €. Ça représente une proportion supérieure à 2 € de TVA sur un salaire de 50 000 €. Riches comme pauvres auront besoin du verre. Et comme riches comme pauvres auront besoin d'acheter des couverts, d'avoir des biens de consommation courante. Riches comme pauvres bénéficieront aussi du taux réduit sur la nourriture, mais riches comme pauvres. Ce qui veut dire que c'est la dépense qui est analysée, ce n'est pas la capacité contributive des contribuables. Or, quand on est pauvre, pour bonne partie des classes moyennes, on consacre tout le revenu à la consommation. Tout est consommé parce qu'on ne gagne pas assez pour épargner. Ce qui veut dire que pour acheter mes 2 € de TVA sur ce verre-là et puis payer toute la TVA sur l'ensemble de ce dont j'ai besoin, ce que je vais payer effectivement en TVA va être supérieur à ce que, à l'autre bout de l'échelle, les plus riches paieront, parce que les plus riches ne vont pas consommer tous leurs revenus, ils vont en épargner une grande partie, et plus on monte dans la hiérarchie des revenus, plus le taux d'épargne est important, ce qui veut dire que la part consacrée à la consommation baisse. Et donc, en pourcentage, effectivement, mais c'est mathématique, que ce soit la Cour des comptes, l'INSEE récemment, toutes les études ont montré, c'est mathématique, vu la propension à consommer et à épargner des uns et des autres, le taux d'effort, ce qui est payé en pourcentage du revenu pour payer la TVA, diminue au fur et à mesure qu'on s'élève dans les revenus.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent bah oui mais moi j'ai travaillé dur donc c'est pour ça que je gagne plus et que la TVA remet enfin de l'égalité dans un système justement où les plus riches paient un peu plus parfois. Alors il peut y avoir de la mécompréhension ou de l'idéologie, parce que j'allais dire de tout temps, les conservateurs qui se sont mués en néolibéraux ont dit bon il faut plutôt une société de laisser faire, laisser passer individualiste, avec plutôt on fait jouer les mécanismes de marché. Donc c'est là qu'on retrouvera forcément ceux qui préfèrent des privatisations à ce qui est collectif. Et puis pour ce qui est quand même du collectif, parce que bon l'armée, la défense, la sécurité dans leur vision, ça reste quand même collectif, ben, on va payer tout ça avec un impôt proportionnel. Voilà, c'est leur vue. Ils ont réussi d'une certaine manière à l'imposer parce que le système fiscal n'évolue pas bien. Mais à l'autre bout, il y a simplement une question d'équité au-delà de la question du vivre ensemble qui est quand même loin d'être neutre, mais de dire que plus on gagne, plus c'est superflu. Après, il faudrait rentrer dans la façon dont on détermine un salaire en fonction du mérite. Bon, parce que la question du mérite, il faut la relativiser, on la retrouve partout, y compris quand on parle d'imposition de patrimoine, de droit de donation, de succession, où on a les mêmes arguments spécieux, pour ne pas dire plus, qui sont utilisés, où on va essayer d'aller chercher la sensibilité des classes moyennes pour faire passer une mesure qui vont bénéficier à une minorité. Et de fait, c'est quand même ce qui s'est passé dernièrement sur tout un ensemble de réformes fiscales, qu'il s'agisse de l'ISF, qu'il s'agisse même, il y a quelques années, de la baisse des plus hauts taux du barème de l'impôt sur le revenu, où à l'époque, des hommes politiques nous disaient c'est plus simple, et puis il faut être attractif, et puis ça va bénéficier à tout le monde, et puis d'ailleurs c'est un geste pour les classes moyennes, comme si les classes moyennes gagnaient 150, 160 000 euros par mois. En fait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que 7% de la population qui gagne plus que 3 600 euros par mois. Pourquoi ces arguments, ils sont autant ancrés chez ceux qui gagnent 2 000 euros par mois, en fait? Je pense qu'il faudra aussi faire intervenir des sociologues, mais dans la classe moyenne, il y a le sentiment, aujourd'hui très contrasté, parce qu'il y a beaucoup de pessimisme sur l'avenir, mais il y a quand même toujours eu le sentiment que, pendant le 30 Glorieux, c'était ça, que finalement la situation allait évoluer, qu'on allait gagner un petit peu plus, et qu'on allait se retrouver dans la classe moyenne, peut-être moyenne supérieure, moyenne aisée, enfin qu'il y avait une forme de, entre guillemets, réussite sociale à s'élever un peu dans la hiérarchie sociale. Aujourd'hui, ce sentiment, c'est tout à fait le même. Hein, mais il y a probablement cette aspiration. Et il y a aussi, dans les arguments qui ont été matraqués depuis maintenant plus de 20 ans, pour ne pas dire 30 ans, l'idée que ceux qui payaient l'impôt sur le revenu payaient pour les autres. Et on a focalisé une grande partie du débat fiscal sur l'impôt sur le revenu, qui a toujours été minoritaire dans le système fiscal. Prenons un autre exemple. Une grande partie des travailleurs pauvres qui payent la CSG, 9,2% sur le salaire. Et la CSG, depuis des années, rapporte 40 à 50 milliards d'euros de plus que l'impôt sur le revenu. Donc certes, tout le monde la paye. Les riches payent la CSG, mais beaucoup de travailleurs pauvres la payent également, avec un taux très important. Et les fiches de paye, donc c'est vrai qu'elles sont beaucoup critiquées quand on voit la différence entre le brut et le net, toujours chez ces fameuses classes populaires, classes moyennes. Les propositions des libéraux pour augmenter les salaires, on l'a bien vu pendant les campagnes présidentielles et législatives, donc pour augmenter les salaires, pour le pouvoir d'achat, ça a été souvent, les propositions, c'était de réduire les cotisations, hein, dont la CSG dont vous venez de parler. Cette idée a aussi la vie dure. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de réduire la CSG pour augmenter les salaires? C'est très emblématique de la façon dont on fait des propositions spécieuses. Je m'explique. Le partisan de ce type de mesure vous dira écoutez, vous voulez un net à payer plus? J'ai la solution. Une autre lecture, ça serait de dire écoutez, le coût du travail ne va pas augmenter. Hein. Donc si vous voulez augmenter votre salaire net, eh bien vous allez vous autofinancer cette hausse, c'est-à-dire qu'on va baisser vos cotisations salariales, donc vous allez avoir un net à payer plus. Par contre, ce que je ne vous dis pas, c'est qu'il manquera des sous pour la sécurité sociale et à un moment, il va falloir soit arrêter certaines missions, si j'ose dire, de la sécurité sociale et vous paierez le reste avec des mécanismes privés, par exemple. En fait, tous ceux qui gagnent 3 500 euros, ils vont complètement y perdre au change. Oui, mais ils vont dans la tête, malheureusement, parce qu'il faut savoir avoir tout le chaînage, si j'ose dire, mais dans la tête des gens qui disent mais je souffre parce que mon salaire n'augmente pas, parce que la situation, celle de mon conjoint, ma compagne, mes enfants, etc., est un peu plus précaire, tout ce déclassement social, tout ce manque de confiance dans l'avenir dont on a parlé, avec aussi des restrictions évidentes, hein, quand on voit par exemple le poste du logement et du transport, objectivement, même avant l'explosion des prix à la pompe, c'était 35 à 40%
10% du budget des ménages, donc c'est absolument colossal. Et donc, tout simplement pour vivre, c'était déjà un problème. Donc, si on dit à court terme, on a une solution pour votre salaire, c'est très humain de dire, bah oui, je prends. Effectivement, la même personne peut dire dans quelques années, mais je ne comprends pas, mais pourquoi je suis moins remboursé sur mes dépenses de santé, par exemple, mais pourquoi on a encore revu mon assurance chômage ou mes droits à la retraite, tout simplement ma pension de retraite future à la baisse. La facture vient après, vous voyez. Et donc, on a tout de suite une petite récompense, mais elle a un coût, et un coût individuel et collectif qui est beaucoup plus important que le petit jet dont on a bénéficié. Encore une fois, c'est très humain de vouloir, d'être sensible à cette question-là. La vraie question, c'est la hausse des salaires. Parce que ce que personne ne dit, ou très peu, malheureusement, c'est que de manière un peu macro, la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle reste à un niveau historiquement bas. Donc, il y a des marges de manœuvre. On va passer maintenant aux entreprises, on va un peu laisser les particuliers tranquilles. Elles sont aussi soumises aux impôts, bien sûr. On en a un peu parlé la semaine d'avant avec Quentin Parinello, lorsque nous avons abordé la taxe exceptionnelle sur les profits, notamment de Total. Bruno Le Maire plaidait pour la fin de ces taxes et veut une baisse de l'impôt sur les sociétés pour booster l'investissement, l'emploi, la reprise économique. Et bien sûr, les impôts empêcheraient tout ça et feraient fuir les investisseurs. Je vous montre le petit schéma d'attaque. Donc, trop d'impôts, je suis venu pour prévenir si ça continue, je m'exile. Qu'avez-vous à répondre à ça? Au revoir. Voilà, toujours en dessin donc dans le livre. Les entreprises du CAC 40 versent moins d'impôts en 2017 qu'en 2010, moins 6,5%, d'après un rapport de l'Observatoire des multinationales et d'attaque. On apprend ça dans vos travaux. Alors, il y a de nombreux rapports, dont France Stratégie, vous en avez parlé, qui est sous Matignon en plus, qui ont montré que cette idée était fausse. Pourquoi est-elle aussi perpétuée, malgré les preuves, surtout par un ministre de l'économie qui sait ce qu'il dit, qui s'y connaît très bien en économie? Je reviens juste un instant sur les particuliers, parce que c'est un exemple assez sidérant. Pendant des années, on nous a dit l'ISF fait fuir les riches et donc nuit à l'investissement. Dans l'organisation syndicale à laquelle j'appartenais avant, on s'était plongé sur cette question. On avait établi que par rapport au nombre de personnes qui payaient l'ISF, tous les ans, c'était 0,2% qui partaient. On avait même démontré que ceux qui partaient, qu'il y en avait effectivement, c'était minoritaire, ceux qui partaient, avant de partir, ils avaient des placements à l'étranger en France. Et quand ils étaient partis à l'étranger, ils conservaient leur placement en France et à l'étranger. Donc l'impact sur l'investissement, en fait, il était probablement nul. Pour l'impôt sur les sociétés, on nous dit, oulala, il faut baisser le taux d'impôt sur les sociétés parce qu'il est très élevé. Et donc au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, notre taux d'impôt sur les sociétés était à 33 un tiers, aujourd'hui il est à 25%. On nous a dit, on est dans la moyenne européenne. Il y a un autre indicateur qui est intéressant, et j'expliquerai le différentiel, c'est que quand on regarde depuis des années ce que représente l'impôt sur les sociétés dans le produit intérieur brut, parce que ça c'est parlant. Le taux, ça dépend sur quoi il s'applique. Mais quand on regarde le poids, ça fait des années qu'on est largement sous la moyenne des pays de l'OCDE. En clair, les pays de l'OCDE, l'impôt sur les sociétés en moyenne c'est 3% du PIB, ce qui n'est pas très élevé. En France, on est à 2,2. Le deuxième élément qui joue, c'est ce qu'on appelle les fameuses niches fiscales. On en a partout dans tous les impôts. En matière d'impôt sur les sociétés, on a eu longtemps le CICE, mais on a par exemple le crédit impôt recherche, 7,4 milliards cette année, en 2022, de manque à gagner, dont on ne sait pas si ça sert vraiment à la recherche ou pas. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir des PME qui en ont besoin, parfois même des grandes entreprises, mais on sait aussi qu'il y a des grands phénomènes d'optimisation et même de fraude au crédit impôt recherche. Et en réalité, le crédit impôt recherche, qui nous est vendu depuis des années en France comme étant un outil qui favorise la recherche, à l'extérieur des frontières, c'est vendu comme un outil d'attractivité fiscale. On peut avoir exactement le comparatif avec parfois des classes moyennes qui malheureusement regardent vers le bas, mais devraient plutôt regarder vers le haut en disant mais finalement mon taux d'imposition n'est pas très éloigné de ceux des plus riches, en tout cas compte tenu des écarts de revenus, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour les PME et les grands groupes, c'est exactement pareil. Quand on voit l'utilisation des niches fiscales, notamment des régimes de groupe, les PME en sont exclus. Bref, on a des déséquilibres fiscaux chez les particuliers comme chez les entreprises qui sont niés. Mais alors, pas que ce gouvernement-là, depuis malheureusement quelques années. Si on avait un vrai débat, j'emploie le gros mot, de compétitivité, d'attractivité, ça serait peut-être de rétablir davantage d'équité. Parce qu'effectivement, davantage d'équité, ça pourrait dire
un peu moins d'impôts pour les PME, mais plus pour les grands groupes. J'ai les chiffres là. Ce qu'on apprend dans vos travaux, c'est que pour l'Institut des politiques publiques entre 2005 et 2015, le taux implicite moyen en matière d'impôt sur les sociétés des grandes entreprises se situe à 17,8%, quand celui des PME est de 23,7% par des mécanismes que vous venez d'expliquer et qu'on va réexpliquer. Ce que je vois aussi, c'est que cet argument de Bruno Le Maire, il revient très souvent dessus, de vouloir baisser l'impôt sur les sociétés pour réindustrialiser la France, parce qu'on voit plein d'usines qui ferment, l'emploi, qui sont passés du Covid, du pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, etc. En France aussi, si on veut parler de compétitivité, les entreprises qui sont installées en France touchent énormément de subventions. Donc, est-ce qu'on n'est pas là dans un non-sens de non, les entreprises ne vont pas partir parce qu'il y a énormément de subventions? Ça m'interroge de voir le discours de Bruno Le Maire parce qu'il est ministre de l'économie, donc il s'y connaît un petit peu en économie, je m'abuse. Donc pourquoi il continue à dire il faut baisser l'impôt sur la société? Est-ce qu'il y a une idéologie derrière autre que l'argument économique? Mais il y a forcément une idéologie derrière. C'est forcément... Alors, trompeur de le présenter comme ça, parce qu'il faudrait dire en contrepartie, écoutez, l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui, c'est 47 milliards d'euros. On est très loin d'imposer à 25% l'ensemble des profits, super profits ou profits normaux d'ailleurs. Et moi, je donne rendez-vous déjà à la fin de l'année et on verra très bien que par rapport aux 170 milliards d'euros de profits globaux, on n'aura pas 25% de ces super profits en rendement de l'impôt sur les sociétés. Bref, donc il y a déjà un problème, c'est-à-dire structurel, du fait des niches fiscales, de l'optimisation et de tout un tas de choses. Mais il faudrait dire, en contrepartie de ça, les entreprises, avant la crise Covid, recevaient 140 milliards d'euros d'aide, plus un certain nombre de niches fiscales et sociales. C'était 65 milliards en 2007, 140 à la veille de la crise Covid. Évidemment, c'est monté bien plus ensuite. Il faudra voir quand on retombera à un niveau normal. Mais il y a eu donc une explosion des aides publiques, financées par l'impôt, financées par un système essentiellement basé sur la TVA et sur les impôts indirects. Ce qui veut dire qu'effectivement, sur la population, il y a une injustice fiscale parce qu'elle s'est financée ces services publics qui sont dans un état de plus en plus dégradé, mais aussi des dépenses dont aujourd'hui, on voit bien que sur l'impact réel, il y a débat. Ou en tout le moins, on pourrait dire, mettons quand même des conditions et un contrôle. Un exemple sur le contrôle. Quand il y a eu des aides pendant la crise Covid, sur par exemple les prêts garantis pour l'État et sur le report de certaines échéances, il y avait une condition qui n'est pas passée dans la loi, mais qui est passée dans le document du gouvernement. Il ne fallait pas que les bénéficiaires de ces entreprises-là distribuent des actions. Qui a contrôlé ça? Voilà. Donc il y a une question de conditions en amont, contrôle en aval. De la sorte, on pourrait dire, là, effectivement, on va gérer un petit peu mieux l'argent public. Donc, examinons l'ensemble des aides, les aides directes, les aides indirectes, les niches fiscales et sociales, pour un total d'environ 200 milliards d'euros, dont les travaux de la Cour des comptes, ce n'est pas des révolutionnaires, notamment, on dit que, effectivement, il faudrait déjà les évaluer, parce que sur telle ou telle niche fiscale, typiquement le crédit impôt recherche, la Cour des comptes est historiquement très critique là-dessus, ils disent qu'il faudrait peut-être revoir ça. Donc pourquoi, si on est attaché à l'argent public et à la gestion de l'argent public, il n'y a pas une revue des niches fiscales et sociales en voyant l'impact? Parce qu'au terme de cette revue, on dirait, celles qui marchent, on les garde. Celles qui marchent pas trop, mais qui pourraient marcher, on les réforme. Celles qui sont injustes, qui ne marchent pas, on les supprime. Il n'y a pas cette volonté-là. Un petit dernier sujet avant de conclure. Un argument qu'on a beaucoup entendu, qui est lié à ce qu'on vient de dire, qu'il faut moins d'impôts pour contrer l'évasion fiscale. Ça, on l'a beaucoup entendu, surtout depuis les gros scandales dans les paradis fiscaux il y a une dizaine d'années. Mais on peut découvrir que le système est plus opaque que cela et qu'on peut finalement faire de l'évasion fiscale légale, plutôt appelée du coup optimisation fiscale. Par exemple, il y a Maxime Combe qui a révélé sur le média indépendant Bastamag, on en a parlé un petit peu avec Quentin Parinello, que le groupe Total n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en France ni en 2019 ni en 2020. Alors en 2020, ça s'explique un peu plus parce qu'il y a eu la crise du Covid. Mediapart a révélé cette semaine, c'est tout récent, la procédure opaque qui permet aux grandes entreprises de négocier par rapport aux fraudes fiscales. Le journal écrit, je cite, McDonald's, Kering, Google, Amazon, L'Oréal. Le règlement d'ensemble est une procédure opaque, sans base légale, qui permet aux grandes entreprises de négocier avec le fisc leur redressement. Un rapport exigé par le Parlement et que publie Mediapart permet de constater que l'an dernier, le rabais accordé en 2021 a dépassé le milliard d'euros. Alors entre cela, l'évasion, l'optimisation, la fraude, les transferts de bénéfices aussi, les niches dont vous avez parlé, est-ce que vous pouvez faire un peu la lumière sur ces procédés et comment c'est possible que ce genre de choses arrive encore aujourd'hui? Parce que ça existe de longue date et que du fait du développement de superpuissances privées, que sont les multinationales, par le chantage à l'emploi, par un certain nombre d'arguments, ces entreprises pèsent sur les États.
tout simplement. Il y a eu, si on refait un petit peu le film sur la partie GAFAM notamment, un grand débat qui n'est toujours pas achevé aujourd'hui sur l'imposition des multinationales. Aujourd'hui en Europe, la Hongrie est opposée à l'heure où on parle, et ça a les pires difficultés à se mettre en œuvre, mais déjà à obtenir un accord. Mais pendant des années, c'était connu. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a des travaux sur l'impact de la numérisation de l'économie sur les sociétés. Parce que le droit fiscal n'avait pas prévu, évidemment, l'économie numérique. Et donc, on a ces grands groupes, notamment, qui ont exercé des pressions pour ne pas payer d'impôts, et pire, pour pouvoir rapatrier aux États-Unis des sommes captées, si j'ose dire, en Europe. Comment ? Par des mécanismes d'optimisation qu'on pourrait qualifier de fraude si vraiment on rentrait dans certains d'entre eux. Mais il y avait objectivement aussi des failles. Non seulement la procédure de société n'avait pas prévu numérique, mais il y avait des failles dans les accords internationaux qui leur permettaient de rapatrier, par exemple, aux Bermudes, des sommes. Et puis, elles sont allées voir Donald Trump en disant « Bon, nous, on veut bien rapatrier les sommes, mais il va falloir baisser l'impôt. » Ce qui s'est passé. Donc, on voit bien qu'il y a un pouvoir sur les États. Et un pouvoir sur les États qui exploite des éléments de droit qui existent. Il y a, en droit fiscal comme en droit pénal, la possibilité de faire une transaction. La transaction, alors à la base, ce n'est pas un champ de tapis, c'est de dire il y a un redressement, il y a des pénalités qui sont assorties, la situation du contribuable fait qu'il peut payer, mais on va lui enlever une partie des pénalités. Par contre, la transaction, il s'engage à payer dans un délai rapide et ne pas faire de procédure contentieuse. Et parfois, l'État a utilisé ça pour dire, bon, eh bien, on règle cette question-là. Mais quand elle est utilisée par des multinationales puissantes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et de la même manière, s'est développé dernièrement le débat sur l'évolution du rôle de la justice dans la pénalisation de la fraude fiscale, la convention judiciaire d'intérêt public qui a été étendue à la fraude fiscale, et de la même manière pour le plaider coupable. La convention judiciaire d'intérêt public, elle est intéressante pour les entreprises parce qu'au bout du bout, elles payent moins par l'accord que ce qu'elles auraient payé en termes de redressement fiscal, mais ça leur évite aussi des poursuites pénales. Et les poursuites pénales, ça peut être très lourd. C'est-à-dire qu'un juge peut très bien dire, pour une personne morale, une entreprise, on vous suspend la licence bancaire ou on vous interdit l'accès au marché public. Des sanctions lourdes qui ont un impact immédiat. Donc on voit bien que l'idée, c'est à la fois pour la réputation. Nous, on n'a pas été condamnés, oui, on a passé un accord, mais dont personne ne saurait à peu près rien. Et donc ça leur permet de dire, ce qui a été le cas dernièrement, non mais en fait, c'est pas de la fraude, mais globalement, c'est mal entendu, puis d'échapper à des poursuites. Donc le problème, c'est que ces mécanismes-là, qui peuvent être utilisés, il faut le savoir, de temps en temps à bon escient, sont aussi aujourd'hui utilisés par des agents économiques puissants qui font pression sur les États. Et des États qui leur sont sensibles et pas mis beaucoup de bâtons dans les roues, notamment sur le plan fiscal depuis quelques années. Ça aussi, ça se voit d'une certaine manière. C'est l'un des principaux dangers, d'ailleurs. Enfin, la question de la justice fiscale, c'est la question du consentement à l'impôt. La question du consentement à l'impôt, c'est celle du vivre ensemble de la démocratie. Donc, si à chaque fois, par des mesures fiscales ou par des pratiques de ce type-là, ou, comme l'a souvent fait le gouvernement en disant « mais non, la fraude fiscale n'est pas si développée que ça », alors que tout montre, dernièrement l'INSEE qui vient de dire que la fraude à la TVA, c'est 20 à 25 milliards d'euros par an, qu'il y a des pratiques d'évasion fiscale colossales, qu'on a besoin d'argent public, qu'on a besoin de rééquilibrer le système fiscal, tant qu'ils diront non à ça, ça nourrira la crise démocratique. Vous proposez à Attac des solutions comme la taxation des transactions financières ou encore la taxation unitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces propositions ? Attac est née d'ailleurs sur la base de la taxe sur les transactions financières. Et puis ensuite, on s'est dit comment elle va être contournée par les paradis fiscaux. Donc il faut qu'on fasse des propositions pour en finir avec les paradis fiscaux. Que nous dit le droit fiscal aujourd'hui ? Une société composée de plusieurs entités, eh bien aujourd'hui, le droit fiscal considère ces entités comme des entités indépendantes les unes des autres. Or, dans un groupe, il va y avoir des échanges à l'intérieur du groupe. Sur le fameux prix de transfert, c'est plus de la moitié du commerce mondial. C'est normal, ils peuvent se vendre des biens et des services à condition, pour faire simple, que ça corresponde au prix normal du marché. Si ça ne correspond pas au prix normal du marché, il y a manipulation des prix de transfert, donc fraude fiscale. Et dans la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans des pays comme en France, l'entité établie en France va payer bien plus que ce qu'elle devrait une entité placée, comme par hasard, dans un paradis fiscal. C'est-à-dire qu'on mettrait tous les bénéfices et les déficits et on ferait une compensation. On imposerait le groupe et, en fonction d'éléments qui tiennent à la réalité économique, mais à la vraie vie économique, c'est-à-dire on regarderait dans quel état il y a des salariés, des immeubles, par exemple, où le chiffre d'affaires est réalisé. Et en fonction de ces critères-là, on répartirait ce bénéfice mondial. Et puis chaque État, en fonction de ces critères-là, aura une quote-part
puis imposerait son taux. Là, ça permettrait d'en finir avec ce système d'évasion fiscale. On va conclure sur un sujet qui n'est pas des moindres, mais voilà, c'est parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais pourtant c'est un élément majeur qu'on n'a pas du tout abordé encore, c'est la fiscalité environnementale. Le climat et l'environnement sont plutôt absents de notre fiscalité, ou plus ou moins. Aujourd'hui, pour les entreprises, on a des sortes de quotas où on peut revendre, acheter, déplacer dans d'autres pays des droits à polluer, en fait, par rapport à une surface globale. Quelles sont les limites de ce système, première question, et puis quels moyens pour faire entrer l'environnement dans les charges des entreprises et donc les pousser à moins polluer? Attaque est historiquement très critique sur les marchés des quotas carbone, tout simplement parce que ces quotas ont été distribués gratuitement, n'ont à peu près eu aucune valeur pendant longtemps et ont généré, y compris de la fraude à la TVA il y a quelques années, mais ont généré une espèce de nouveau marché sur lequel aujourd'hui l'Union européenne se dit bon, on va un peu l'étendre en attendant de mettre en 2032 une taxe carbone aux frontières. Donc pour Attaque, l'idée c'est si on veut vraiment faire en sorte que chaque tonne de carbone soit imposée, il faut revoir la fiscalité environnementale. Et le bilan aujourd'hui, il est assez désastreux en France, c'est que la fiscalité environnementale déjà est faible en volume, mais elle est qualifiée d'environnementale uniquement parce qu'elle concerne, par exemple, typiquement les carburants, pas en raison de son efficacité. Donc il faut revoir deux choses. Déjà, de la manière dont la gouvernance budgétaire, les indicateurs, l'orientation budgétaire mesurent cet effet-là. Et ensuite, faire en sorte qu'on impose chaque tonne de carbone, mais en prévoyant une redistribution pour éviter d'autres effets pervers. Pourquoi ? Parce qu'on a vu avec les Gilets jaunes qu'ils avaient bien compris, ils avaient la sensation que la taxe carbone telle qu'elle était proposée, c'était simplement une augmentation du prix sur la consommation. Donc l'idée, ça serait de redistribuer une partie en fonction des revenus, pour faire en sorte, effectivement, que ceux qui, notamment dans les campagnes et les plus pauvres, ce sont eux qui supportent, comme pour la TVA, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, ils ont un taux d'effort, là aussi 3 à 4 fois supérieur que les 10% les plus riches. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer. Et avant tout, il faut sortir d'une posture, qui est la posture historique néolibérale, qui consiste à dire, nous, la fiscalité écologique, on n'en veut pas, ou alors, si vous faites une fiscalité écologique, il faut baisser les autres impôts. Mais ça n'a pas de sens. Parce que la fiscalité écologique, à la limite, elle est supposée ne rien rapporter à terme. Parce que si on taxe la pollution pour avoir moins de pollution, à un moment, la taxe rapporte moins. Donc ça suppose d'avoir un système efficace. Mais si on baisse l'impôt sur le revenu ou les cotisations sociales, ça a pu se faire dans certains pays, en contrepartie de la mise en place de la taxe écologique, alors de deux choses l'une, soit la taxe écologique est efficace et à terme, les services publics manqueront d'argent parce qu'on aura baissé des impôts durables, parce qu'on aura un impôt biodégradable d'un côté, des impôts durables, mais l'impôt biodégradable sera biodégradé et les impôts durables auront été baissés. Soit alors, il n'y aura pas d'impact écologique et cette fameuse fiscalité écologique, ce sera simplement un impôt sur la consommation de plus. Donc il faut faire très attention à la façon dont on oriente les débats autour de ces questions-là. Et vous avez une proposition pour les particuliers, c'est une carte carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette proposition ? Alors, en fait, ça serait juste un outil qui permettrait de voir en fonction des revenus, d'identifier, comme on peut faire pour le faire pour un foyer fiscal, en disant, voilà, la redistribution tient compte des revenus et pourrait favoriser quelqu'un qui, par exemple, va rénover sa maison ou pas. Enfin, vous voyez, voilà. Il pourrait y avoir un instrument fin, mais ce qu'il faut bien comprendre dans cette carte carbone, c'est que c'est l'outil de la redistribution d'un produit d'une taxe carbone en fonction des revenus, premièrement, et qu'elle n'est pas cessible. On ne peut pas la vendre. Il n'y a pas de marché à des quotas entre particuliers à espérer de ça, justement pas. C'est juste l'outil pour mettre en œuvre ce qu'on propose. On va finir avec cette dernière petite image pour conclure, c'est... Alors, l'assistanat qu'elle plaît, je ne supporte pas les parasites qui profitent du travail des autres, comme les actionnaires, vous voulez dire. Merci beaucoup Vincent Brézé d'être venu pour cet instant éco. Alors on avait plein de choses à dire et à comprendre avec tous ces discours qui gravitent autour de nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant éco et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec nos invités et vous chaque semaine en ce mois d'août. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.